Bonjour et bienvenue dans cette synthèse clinique. Bon, on va plonger directement dans le vif du sujet. Le Covid long, on le sait tous, c'est une réalité clinique extrêmement complexe. Face à des symptômes persistants et souvent invalidants, la recherche de solutions est constante en médecine générale. Parmi les pistes émergentes dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, il y a le LDN ou Low Dose Naltrexone. L'objectif de cette explication, c'est vraiment de faire un état des lieux clair, sobre et strictement objectif des connaissances en ce mois d'avril 2026. Le but est de structurer l'information pour notre pratique médicale quotidienne, ici en Belgique. Alors, le dilemme central qui revient constamment en consultation, c'est celui-ci. Est-ce qu'on a affaire à une option thérapeutique vraiment prometteuse et justifiée, ou bien est-ce une prescription hors autorisation de mise sur le marché qui représente un risque médical et juridique disproportionné ? C'est très exactement cette question que l'on va décortiquer ensemble. On écarte tout sensationnalisme pour se concentrer uniquement sur les faits, la prudence et le pragmatisme clinique. Pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. On va commencer par définir le LDN, puis on analysera le rationnel et le niveau de preuve. Ensuite, on fera un point indispensable sur le cadre légal belge, avant de détailler la pratique clinique et la surveillance. Enfin, on parlera de la sécurité absolue vis-à-vis des opioïdes, pour terminer sur des mots simples à utiliser avec les patients. Allez, c'est parti avec notre première partie. Qu'est-ce que le LDN exactement ? Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est le contraste des dosages. Le LDN, ça correspond à l'utilisation de l'analtrexone à des doses vraiment infimes. On parle de 0,5 à 4,5 mg par jour. C'est extrêmement bas quand on compare ça aux fameux comprimés de 50 mg qu'on utilise traditionnellement en addictologie. L'objectif n'est pas du tout de faire de l'antagonisme opioïde classique pour traiter une dépendance, pas du tout. On cherche en fait une approche mécanique entièrement différente pour s'attaquer à un syndrome multisystémique. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie, le rationnel et le fameux niveau de preuve clinique. Et c'est là qu'il faut vraiment faire la part des choses. D'un côté, on a des hypothèses mécanistiques qui sont, avouons-le, fascinantes. On parle de modulation neuro-immunitaire, de réduction de l'hyperactivation de la microglie, d'interaction avec les récepteurs TLR4 et même de restauration des canaux TRPM3 dans les cellules NK. C'est biologiquement très plausible. Mais de l'autre côté, la certitude clinique reste faible. On observe bien sûr des signaux positifs dans des études observationnelles, mais on attend toujours les résultats définitifs des véritables essais cliniques randomisés, comme l'étude NCT 0543052 qui est en cours. Pour résumer la situation de manière très claire, il suffit de regarder les conclusions des synthèses de Frontiers in Medicine ou de Medraxiv. À ce jour, en avril 2026, il n'y a aucun essai randomisé publié qui démontre de manière incontestable l'efficacité du LDN dans le Covid long. Le niveau de preuve reste donc faible. Il est impératif de conserver une prudence scientifique absolue. Le LDN n'est pas, aujourd'hui, un traitement validé. C'est une hypothèse de travail. Cette absence de validation formelle pose évidemment question. Ce qui nous amène à notre troisième point, le cadre médico-légal belge. Puisque le traitement n'est pas validé, on rentre de plein pied dans la prescription hors AMM, le fameux off-label. Attention, ce n'est pas interdit en Belgique, mais cela déplace la responsabilité légale directement sur les épaules du médecin prescripteur. Si on suit les critères du Centre belge d'information pharmacothérapeutique et de l'Ordre des médecins, il y a 3 règles non négociables. 1. L'intérêt du patient doit absolument primer face à l'absence d'alternative. 2. Tout le processus de décision doit être minutieusement documenté dans le dossier médical. Et 3. Le consentement éclairé du patient est strictement obligatoire. Il faut qu'il comprenne parfaitement que le niveau de preuve actuel est limité. Et pour bien situer le contexte officiel dans lequel on évolue, il faut noter que l'INAMI a prolongé la convention Covid long jusqu'à la fin de l'année 2026. Cette convention, elle soutient financièrement une prise en charge multidisciplinaire, donc la kiné, la neuropsychologie, la diététique. Par contre, et c'est important de le souligner, absolument aucune recommandation officielle belge n'inclut le LDN. Le cadre national privilégie la réadaptation fonctionnelle globale, donc prescrire du LDN reste une initiative médicale purement individuelle à évaluer vraiment en cas par cas. Passons maintenant au concret avec notre quatrième partie, la pratique clinique et la surveillance. Comment on fait en consultation ? Si on décide de se lancer, le maître mot, c'est la titration lente. On ne précipite rien du tout. On commence très bas, entre 0,5 et 1 mg les 2 premières semaines. Ensuite, on augmente par petits paliers progressifs. 1,5 à 2 mg pour les semaines 3 et 4, puis on passe à 3 mg. L'objectif, ce n'est vraiment pas d'atteindre la dose maximale de 4,5 mg à tout prix. Ce qu'on cherche, c'est la plus petite dose efficace, et seulement si elle est parfaitement tolérée par l'organisme. Bien sûr, tout au long de cette titration, on met en place une surveillance clinique hyper rigoureuse. On va traquer l'évolution de la fatigue globale, de ce fameux malaise post-effort, des douleurs diffuses et du brouillard cognitif. Il faut aussi évaluer très régulièrement l'impact sur le sommeil, l'humeur ou d'éventuels signes de dysautonomie.
Le but, c'est de mesurer la tolérance fonctionnelle au quotidien. D'ailleurs, une réévaluation formelle est vraiment conseillée après 8 à 12 semaines pour décider, objectivement, si on maintient ou si on arrête. Au passage, une petite astuce clinique très utile concernant le moment de la prise. La pratique standard veut qu'on l'administre le soir, histoire de cibler le fameux pic nocturne d'endorphine. Cela dit, un effet secondaire très fréquent du LDN, c'est l'apparition d'insomnie ou de rêves extrêmement vifs. Si ces troubles du sommeil s'installent, pas de panique, il est tout à fait recommandé de simplement décaler la prise au matin. C'est un petit ajustement tout bête, mais qui améliore considérablement la tolérance pour beaucoup. On arrive maintenant à un point absolument critique de cette synthèse. 5e partie, la sécurité est la règle absolue du zéro opioïde. S'il y a une seule chose à retenir en termes de sécurité aujourd'hui, c'est celle-ci. L'association de la naltrexone avec des opioïdes est une contre-indication absolue. Zéro exception. La naltrexone va bloquer immédiatement l'effet des opiacés et précipiter un syndrome de sevrage aigu extrêmement sévère. Il est donc impératif, vraiment impératif, de respecter un délai strict de 7 à 10 jours de sevrage complet de tout opiacé avant même de penser à donner la première goutte de LDN. Et c'est pour ça que lors de l'anamnèse, il faut traquer activement ces molécules. On pense tout de suite à la morphine, à l'oxycodone ou au fentanyl, logiquement, mais là où la vigilance doit être maximale, c'est face aux opioïdes banalisés, ceux que les patients oublient de mentionner, le tramadol, la codéine planquée dans un vieux sirop pour la touffe, ou même certains antidiarrhéiques de base. Vérifier la liste complète des médicaments, c'est littéralement la première barrière de sécurité. Enfin, abordons la communication. 6e et dernière partie, quel mot simple utiliser avec le patient ? Comment expliquer cette démarche sans susciter de faux espoirs ? Une métaphore qui marche remarquablement bien en consultation, c'est de dire « le LDN ne force pas le corps, il essaye plutôt de réduire le bruit inflammatoire et nerveux de fond ». C'est une formulation qui est douce, qui est accessible et qui traduit parfaitement l'objectif neuro-immunitaire. On n'est pas en train d'utiliser un stimulant pour créer une énergie artificielle, on cherche juste à apaiser un système qui semble coincé en état d'alerte constante. Pour conclure cette synthèse, gardons bien en tête cette perspective finale. Le LDN dans le Covid long, ce n'est ni un traitement miracle qui promet la guérison, ni une absurdité scientifique totale. C'est simplement un essai symptomatique hors AMM qui a un sens sur le plan biologique, mais qui exige un encadrement médical extrêmement strict, une vraie transparence avec le patient et une surveillance de tous les instants. La question qui reste en suspens, c'est de se demander, face à la complexité de ces syndromes post-infectieux, sommes-nous prêts collectivement à maintenir ce niveau de rigueur clinique pour accompagner ces traitements émergents, en attendant d'avoir enfin des preuves définitives ?